Les événements qui se sont passés il y a une semaine à la maison des syndicats à Odessa sont des événements monstrueux et ils s'insèrent dans un ensemble d'autres événements graves, notamment des exécutions de civils, des tirs à l'arme lourde sur des quartiers d'habitation par une armée contre son propre peuple dans le sud-est de l'Ukraine. Ce qu'on a assisté à Odessa, c'est au retour des assassins sur le lieu de leur crime. Parce que la région d'Odessa est une région emblématique du génocide et des massacres de masse et des crimes de guerre des groupes de choc nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des massacres qui ont été commis par leurs alliés baltes, hongrois et surtout roumains. Entre Odessa et Kiev, il y a par exemple Babi Yar, le grand massacre dans des fosses communes de milliers de juifs, le premier grand massacre de l'été 1941. Avant, il y avait eu le massacre des juifs de Riga par les associés, par les milices fascistes ramenés au pouvoir par l'armée allemande, et des événements aujourd'hui qui sont niés par le régime révisionniste de Lettonie qui est membre de l'Union européenne. On a vu aussi, dans la même région d'Odessa, se déployer les fameux Einsatzgruppen. Ce sont des groupes à destination spéciale de SS qui suivaient l'armée allemande, la Wehrmacht, et qui étaient chargés, les camps comme Auschwitz, etc., d'extermination n'existaient pas encore, qui étaient chargés d'exécuter, pas seulement les juifs, mais les commissaires politiques, certaines populations également, polonaises et russes. Près d'Odessa aussi, il y a la fameuse Transnistrie. La Transnistrie qui avait été offerte par Adolf Hitler à son allié, le maréchal Antonescu qui dirigeait alors le régime fasciste de Roumanie, et que la mémoire des victimes appelle l'Auschwitz de Transnistrie, où des morts, des exécutions, des massacres ont également eu lieu. Près d'Odessa aussi, à 3 heures de route, Chisinau, Kishinev, la capitale de la Moldavie, qui abritait, comme Odessa, les deux plus grandes communautés juives de l'époque. Des communautés qui pratiquaient une culture qu'on appelait le yiddish. On parlait de Yiddishland. Eux ne parlaient pas hébreu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est devenu Israël ensuite. Ces gens ont été balayés par les massacres de meurtres des groupes fascistes allemands et roumains. Lors de l'entrée de l'armée roumaine et de la gendarmerie roumaine à Odessa, Odessa qui avait été ville russe, qui avait été offerte à la Roumanie, comme butin de guerre à Adolf Hitler, 39 000 juifs et commissaires politiques ont été pendus au réverbère. C'est cette idéologie, ce sont ces crimes monstrueux qui viennent de refaire leur apparition pour la première fois depuis 1945 en Europe, avec le massacre de la maison des syndicats à Odessa. On assiste là à une dérive grave, à la fois des États-Unis et des politiciens de l'Union européenne, parce que c'est eux qui portent la responsabilité morale de ce qui s'est passé là-bas. C'est eux qui ont amené au pouvoir, ont déstabilisé le régime de Yanukovych, ont plongé l'Ukraine dans un climat de guerre civile larvé, et puis réel maintenant. Et surtout, c'est eux qui se sont servis pour ce faire, notamment pour faire le putsch du 21 février à Kiev, des groupes de choc, des milices du parti néofasciste Svoboda, ancien allié du Front National français, qui s'appelait il y a encore 10 ans le Parti National Social d'Ukraine, et qui est un avatar, un héritier direct de la formation collaborationniste des années 1920-1930, qui a directement formé des milices sous contrôle allemand, l'UNA du fameux criminel de guerre Bandera. Ce sont eux aussi encore pire, Madame Merkel, ces services secrets qui ont équipé et formé les troupes de choc des néo-nazis de Pravi Sector qui se sont emparés du Parlement lors du putsch du 21 février et qui ont été
intégrés. Pour la première fois depuis 1945, des nazis ont été intégrés à un gouvernement. Ils ont des responsabilités au ministère de l'Intérieur de la junte. Ils sont intégrés à la fameuse garde nationale ukrainienne qui n'est que la légalisation et l'armement des milices fascistes. Le chef de la garde nationale, il s'appelle Andrei Paroubi. C'est un des fondateurs, avec Tianibok, du fameux Parti national-social d'Ukraine. C'est un nazi. C'est lui que les médias de l'OTAN appellent pudiquement le chef du Conseil de la sécurité nationale. Ce que l'on a vu dans les médias occidentaux à propos du massacre de la maison des syndicats, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg. En effet, dès les premiers moments, dès qu'on a vu les photos, tous les gens qui avaient un peu de réflexion se sont posés des questions. Sur ma page Facebook, dès le lendemain des fêtes, en voyant les photos des malheureuses femmes, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. On n'était pas là en face de victimes de combustion qui provoquent un recroquevillement des corps. On avait des corps, en fait, brûlés, probablement après avoir été tués, dans des postures d'actes sexuels. Toutes les femmes quasiment, ont le bas du corps dévêtu, les cuisses écartées. Je m'en excuse pour leur mémoire et leur famille, mais il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Les hommes aussi ont des pantalons ouverts, des jambes découvertes. Il y a eu probablement une scène, une nuit d'horreur avant qu'on incendie pour faire disparaître les preuves, avant qu'on incendie la maison des syndicats. Il y a eu des viols de masse. Il y a eu 2 députés. Un député qui était candidat à l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine et qui a retiré sa candidature, c'est un député à la Rada de Donetsk. Il évoque plus de 100 morts et plusieurs dizaines d'enfants parce que le quartier général des pro-russes à Odessa, qui était la maison des syndicats, on vivait là-bas en famille. C'est un jour familial. Il y avait une espèce de garderie d'enfants, nous dit ce député. Un autre député, celui-là au conseil régional d'Odessa, porte les mêmes accusations. Des enquêtes ont commencé. On a notamment les preuves par des enregistrements sonores et vidéo de meurtres, notamment le meurtre d'une femme enceinte qui a été étranglée. Eh bien, on a identifié maintenant, la résistance antifasciste à Odessa a identifié la bête monstrueuse qui a commis ces faits. Il a, le même jour, égorgé un autre pro-russe à Odessa. Derrière ces meurtres, derrière ces horreurs, derrière ces viols, il y a une idéologie. Il y a l'idéologie du nazisme. Il y a surtout une déviation particulière du nazisme qui explique le caractère de pathologie sexuelle de ce qui s'est passé à la maison des syndicats. C'est ceux qu'on appelle les pédonazis. Qui sont les pédonazis? Ce sont une idéologie que je qualifierais de perverse ou maladive. Les gens qui évidemment répercutent ça sont des gens qui relèvent de l'asile psychiatrique. C'est une idéologie qui est née dans l'Allemagne, la Belgique et la France des années 80. Et quelle est leur théorie? Ce sont des gens qui ont théorisé un cas historique, la nuit des longs couteaux, lorsqu'Adolf Hitler s'est débarrassé en 1934 de l'aile gauche et d'une partie des milices du parti nazi, les SA. Le chef de ces SA, beaucoup de leurs dirigeants étaient des homosexuels. Et dans les années 80, des néo-nazis, qui étaient eux-mêmes homosexuels, ont fait une théorie politique que l'on a appelée le pédonazisme péjorativement. Leur livre de base s'appelle Nazisme et homosexualité. Il est encore vendu actuellement en France dans certaines librairies en ligne, notamment dans des milieux proches du FN. C'est la conception de ces gens, elle est assez simple, je vais vous la résumer d'une phrase choc. Il faut des maîtres pour diriger le monde. Ces maîtres doivent pratiquer une homosexualité militante. Ils doivent dominer une race d'esclaves et ils doivent la dominer sexuellement. À partir de là viennent les viols rituels,
viennent les violences sexuelles, aussi bien sur hommes que femmes évidemment. La réaction des médias, au vu de tout ça, on sait aujourd'hui, on le sait, il n'y a plus de contestation, il y a des enquêtes, des photos qui ont été décryptées, on a reconstitué, la seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est le nombre exact de victimes, on sait qui a fait cela, ce sont les gens de Pravi Sector à Odessa, avec des commandos venus de Kiev, envoyés par le ministère de l'Intérieur de la junte de Kiev. Donc, devant tout ça, la réaction des médias de l'OTAN, ça a été le déni. On minimise les faits, on a quasiment arrêté d'en parler, mais pire, on reprend les déclarations des gens de la junte de Kiev, comme Yatsenyuk ou Timoshenko, qui disent que c'est une provocation des services russes, qui laissent entendre que l'incendie a été mis par les victimes. Non, on sait que ce sont les gens de Kiev qui portent la responsabilité. Il y a même maintenant des documents vidéo. J'ai publié sur PCN TV, qui est un des réseaux vidéo de mon groupe multimédia, j'ai publié des vidéos envoyées par nos amis de la résistance antifasciste ukrainienne. On voit le chef de Pravi Sector devant la maison du syndicat tirer au revolver sur des victimes qui essayent de s'échapper par les fenêtres, et ensuite on le voit filmé, ce sont des films amateurs, téléphonant au ministre de l'Intérieur de la junte de Kiev, Avakov. J'ai parlé d'honneur perdu. C'est l'honneur perdu des journalistes et des médias occidentaux. C'est l'honneur perdu des politiciens américains et européens. C'est surtout l'honneur perdu de l'Union européenne, qui nous a toujours prétendu que l'Union européenne c'était la paix, que c'était la démocratie, que c'était justement l'empêchement du retour du fascisme. Ce sont ces politiciens qui se sont servis des néo-nazis de Pravi Sector, des néo-fascistes de Svoboda, pour renverser un gouvernement qui ne leur plaisait pas et tenter d'attirer dans l'orbite de l'OTAN l'Ukraine. Lorsque l'on voit ces faits, il apparaîtra évidemment à tous les Africains, à tous ceux qui connaissent aussi le cas du Rwanda, évidemment. C'est la première fois que de tels faits font éruption en Europe depuis 1945, mais ils ont été courants dans les événements de la colonisation et de la décolonisation. Mais ce qui s'est passé au Rwanda précisément, c'est l'irruption de la même idéologie, des mêmes fondements de l'idéologie occidentale qui a été mise en application la semaine passée en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé en effet au Rwanda? On a, pour des raisons qui étaient de faciliter la colonisation, on a importé des théories occidentales. Les Allemands, avant 1919, ont introduit les théories de hiérarchisation nationale et de suprématisme entre Hutus et Tutsis. Les Tutsis, parce qu'ils étaient grands, étant considérés comme, c'est ridicule mais au regard de l'anthropologie, mais comme des Caucasiens blancs. Appelez ça comme vous voulez, c'est les Allemands qui ont commencé. Ce sont les mêmes théories anthropologiques qui ont été utilisées par les SS pour justifier le massacre des Juifs, des Tziganes, le massacre des Polonais qui était programmé et le massacre des Russes qui l'était aussi. Ensuite est arrivée la colonisation belge. Et les Belges ont gardé ce schéma de suprématie et d'apartheid racial entre Tutsis et Hutus, et ils ont greffé là-dessus en plus des théories d'extrême droite qui animent certains courants de l'Église catholique belge. Ce sont donc bien une pensée occidentale qui a été importée dans des cerveaux africains. Mais il y a eu avant le Rwanda, bien avant le Rwanda, il y a eu le Congo du roi Léopold II, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, le roi des Belges, dont la famille est toujours à la tête de la monarchie belge. C'est là qu'a commencé cette dérive. On lit dans beaucoup de livres d'histoire que les camps de concentration ont été inventés par les Anglais lors de la guerre des bourgs, c'est-à-dire au début du 19e siècle en Afrique du Sud. C'est inexact. Les premiers camps de concentration, c'est-à-dire parquer des populations sous la contrainte militaire, avec des miradors et des mitrailleuses derrière des barbelés, ça a été inventé
par les officiers belges et les mercenaires au service du roi Léopold lors de la colonisation de ce qui était encore l'État du Congo, la colonie privée de ce grand prédateur aux mains sanglantes qui était Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha. On est là, aux origines même de ce qui va ensuite se répandre en Europe avec le nazisme et les fascismes apparentés, et ensuite dans cette Afrique qui a connu le Rwanda. Il y a effectivement maintenant la nécessité de définir. J'ai utilisé fréquemment le terme d'idéologie occidentale et je tire cette vision évidemment d'un livre fondamental de Marx et Engels qui est l'idéologie allemande. Je vais m'en expliquer très rapidement. Il y a une idéologie occidentale qui est produite par les États-Unis depuis plusieurs siècles, qui a pris le contrôle complet de ce qu'est l'Occident et qui conduit à une série de manières de voir, à une série de manières de penser, à une série de manières d'agir. C'est ça une idéologie. Une idéologie, c'est pour moi ce qui conditionne les autres structures. Marx disait à propos de l'idéologie allemande que ce n'était pas l'État qui conditionnait la bourgeoisie, mais la bourgeoisie qui conditionnait l'État. Eh bien, moi, pour définir cette idéologie occidentale, je vais paraphraser Marx et je vais dire que ce n'est pas l'impérialisme qui conditionne, qui définit les oligarchies impérialistes, mais que ce sont les oligarchies impérialistes, financières, économiques et en second degré politique et militaire qui conditionnent et définissent l'impérialisme occidental. L'Occident, c'est quoi? Oublions l'Occident historique, la grande civilisation qui s'est éclos entre le règne de Charlemagne et les débuts de la Renaissance. Ça, c'est oublié, c'est disparu. C'est disparu principalement, et je vais y revenir, avec le monde marchand. L'Occident, c'est quoi aujourd'hui? Le grand géopoliticien Jean Thiriard disait dans une boutade que l'Occident, c'était simple, c'était l'aire de distribution de Coca-Cola. On ne peut pas mieux le définir. L'Occident, tout d'abord, c'est une réalité. Il y a eu, par exemple, une série de sondages, il y a une dizaine d'années, qui ont été menés par des instituts américains et qui ont vu quelles valeurs existaient dans le monde. Et ils se sont aperçus qu'il existait un bloc de valeurs entre les USA, le Canada, mais pas le Québec, l'Australie, par exemple, une partie de l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas en Europe, et qui les séparait du reste du monde. L'Europe dans cette vision, c'est la mienne aussi, ça n'a rien à voir avec l'Occident. L'Europe, elle est aussi victime de l'Occident, notamment au niveau culturel. L'idéologie occidentale, c'est l'idéologie du monde marchand. C'est une idéologie de marchand qui est née aux États-Unis entre le XVIIe et le XIXe siècle. On peut la définir par un mot, darwinisme social. Ce sont les petits poissons qui sont mangés par les grands, c'est l'élimination des plus faibles, et c'est ce qui se passe dans le monde des affaires. Allez voir la bourse, allez voir le capitalisme financier, allez voir même la grande crise économique, c'est le darwinisme social. Cela induit à un mode de civilisation qui refuse la solidarité ou le socialisme. Tous les ennemis, les États actuellement ennemis de l'Occident, tous les États que l'Occident a détruits et veut détruire, sont des États qui ont soit une économie de type socialiste, qui sont issus d'une économie de type socialiste, ou qui ont, comme la Russie, une économie dirigée où il y a des restes de l'ancien système. C'est assez clair, ça explique ce que c'est. Comment définir cet Occident? On le définit géopolitiquement, c'est la nouvelle Carthage. Il y a un classique de la géopolitique, c'est la puissance maritime, la mer, avec ce qu'on appelle la thalassocratie, et dans toutes les grandes figures de conflits géopolitiques de l'histoire, elle s'oppose à une puissance terrestre, la Terre, une puissance continentale. C'était dans le cas le plus classique, Carthage contre Rome.
Ça a été longtemps l'Empire britannique contre toutes les puissances qui ont essayé d'unifier l'Europe, la France, de Louis XIV à Napoléon, ensuite l'Allemagne du Deuxième et du Troisième Reich, et puis l'Union soviétique issue de la Révolution d'octobre. La grande erreur, justement, c'est de voir dans l'Empire américain un nouvel empire romain. C'est l'erreur que font, par exemple, une partie de l'extrême gauche, les altermondialistes, et leur copie dans certaines théories de l'extrême droite française. Les États-Unis, ce n'est pas l'Empire, c'est Carthage. On peut donc dire que l'idéologie occidentale, c'est aussi un américanisme. Elle a pris, pour des raisons historiques, une vision géopolitique agressive. Ils prétendent, ces théoriciens de l'impérialisme américain, qu'il y aurait une manifeste destinée, c'est-à-dire que les Américains auraient pour destinée de gouverner le monde, et cette théorie est issue d'une mauvaise lecture de la Bible. En fait, les colonies américaines sont issues d'une immigration de puritains, c'est-à-dire d'une secte au sein du protestantisme britannique-anglais, qui a refusé la civilisation européenne de l'époque. Leur lecture, leur vision de l'histoire, mais leur vision identitaire d'eux-mêmes, elle repose sur une interprétation de la Bible qui est bien peu chrétienne, c'est-à-dire que dans la Bible, Yahvé, Jéhovah, dit à Israël que les Juifs donc sont le peuple élu et il leur donne toute la terre d'Israël. Les Américains, les pères fondateurs, en ont tiré une théorie qu'ils étaient la 13e tribu d'Israël et qu'à eux, Dieu avait donné la terre. On retrouve la même idéologie dans deux autres cas. On la retrouve en Israël, bien entendu, dans ce mélange de sionisme et de biblisme qui est devenu l'État d'Israël moderne. Et on le retrouve, et on va revenir aux théories nazies, on le retrouve dans l'Afrique du Sud, de la domination blanche, de l'apartheid, où les boers se considéraient aussi comme la 13e tribu appelée à dominer l'Afrique. Il y a, pour terminer, j'essaye d'être rapide, mais je veux donner une vision complète, il y a également de nombreux parallèles entre le nazisme et les USA. Adolf Hitler, par exemple, admirait beaucoup les États-Unis. Il y a tout un courant allemand dans la littérature de la fin du XIXe siècle qui va dans ce sens-là. Il admirait aussi, on l'oublie, que c'est l'Amérique de la ségrégation, c'est-à-dire où les Noirs, les nègres sont des citoyens de seconde zone. Il y a de nombreuses déclarations d'Adolf Hitler. Il y avait un grand mouvement de sympathie également pour le nazisme aux États-Unis. Cette ségrégation, ne l'oublions pas, elle va s'établir aux États-Unis jusqu'au début des années 1960. Il faudra encore une décennie de combat au mouvement des droits de l'homme pour faire tomber les dernières barrières. L'apartheid, qui est l'idéologie jumelle, elle existe en Afrique du Sud jusque le tout début des années 90. Et on oublie la troisième théorie d'apartheid ou de ségrégation. Ce sont les fameuses lois de Nuremberg proclamées par les nazis en 1935 et qui mettent les juifs hors de la communauté allemande. On assistait aussi en Allemagne à ce qu'on a vu en Afrique du Sud ou aux États-Unis, le refus pour les juifs d'aller à l'université, à l'école, de rentrer dans les bibliothèques, de s'asseoir dans les parcs avec les Allemands, etc. On est dans le même univers mental. C'est cette idéologie qui vient de ressurgir dans toute sa brutalité dans les incidents d'Odessa. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se contente d'analyser. Est-ce que nous devons, nous, militants de la cause des peuples, est-ce que nous devons subir à jamais cette idéologie occidentale? Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, notamment sur Afrique Média TV, et vous m'avez demandé beaucoup pourquoi j'étais tout le temps habillé en noir. Je m'habille comme cela depuis plus de 25 ans. Je m'habille parce que je porte le deuil des peuples et des cultures qui ont été assassinés, martyrisés, mis en esclavage
par l'impérialisme occidental. Je voulais simplement préciser une chose, parce qu'en Afrique, souvent, on assimile le blanc à l'impérialisme occidental. Il y a une histoire très simple. J'étais en Libye en 2004 pour une convention du mouvement des comités révolutionnaires et j'étais en discussion à une table avec des camarades africains et de nombreux Congolais. Et je leur ai expliqué, parce qu'ils ne le savaient pas, que les officiers belges qui ont commis les atrocités au Congo, qui ont coupé des millions de mains, qui ont fait un génocide que certains historiens estiment à 8 millions d'Africains, eh bien, ces officiers belges, c'étaient les mêmes qui, au même moment, entre 1860 et 1870, en Belgique, ont réprimé dans le sang les grandes révoltes républicaines, antimonarchistes et ouvrières du mouvement socialiste naissant en Belgique. On a tiré à la mitrailleuse sur les ouvriers, à Mons, à Charleroi ou à Liège, par exemple. Il faut, je pense, sortir de la dichotomie penser ou agir. Il faut penser et agir. C'est ce qu'on appelle la praxis. Je suis quelqu'un qui a passé sa vie sous le signe de cette praxis. Le jeune Marx, avant de définir sa pensée, a écrit quelque chose de fondamental. Il a dit qu'il était temps, nous sommes à la moitié du 19e siècle, du 18e siècle, qu'il était temps pour les philosophes de ne plus seulement penser le monde, mais de le changer. Le changement, il doit commencer dans nos têtes. J'ai longtemps écrit que l'impérialisme était dans les têtes, et c'est la vérité. Il y a actuellement, un peu partout dans le monde, des révoltes. Il y a des mouvements, les fameux mouvements Occupy un peu partout. Il y a eu de fausses révoltes aussi, comme le printemps arabe. Mais pourquoi ces révoltes au sein du système occidental, au sein des métropoles occidentales, pourquoi ces révoltes ne débouchent-elles jamais sur une révolution? Pour deux raisons. La révolution, elle implique deux choses. Elle implique la première chose, c'est qu'il y ait une organisation révolutionnaire, un parti révolutionnaire. C'est Lénine qui avait raison. Et plus tard, lorsque d'autres mouvements vont s'inspirer de l'autre côté de l'échiquier politique, les nazis par exemple, dont nous avons parlé, mais qui ont copié la structuration du parti léniniste, il n'y a pas de révolution s'il n'y a pas des cadres et un parti organisé. La deuxième condition, c'est qu'il faut au départ qu'il y ait eu un combat culturel. Et c'est que l'idéologie dominante soit contrebalancée par une idéologie alternative. Pour nos téléspectateurs que cela intéresse, il faut aller lire Gramsci. Gramsci est le grand théoricien, c'est un communiste italien qui a été emprisonné par les fascistes pendant presque toute la dernière partie de sa vie et qui a défini ce qu'il appelait le pouvoir culturel. L'ennemi américain, il est dans nos têtes. Et écoutez bien, je dis l'ennemi américain parce que l'acte fondamental en politique, c'est de définir l'ennemi. L'ennemi américain, il est dans nos têtes. Il est dans cette idéologie sous-culturelle qui est importée par les télévisions occidentales, par les modes occidentales, par les modes et les mœurs que l'on essaye d'imposer un peu partout, par cette destruction complète de la famille et de la moralité, auquel, par exemple, un homme comme le président Poutine est en train, avec raison, de s'opposer. On ne peut plus laisser aller le monde à la dérive tel qu'il va. Cette idéologie américaine, elle mène une guerre culturelle. Avant de détruire les peuples, avant de réduire les individus en esclavage, on détruit leur culture. C'est ce que nous apportent tous les immondices de la sous-culture américaine. McDonald's, Coca-Cola, ces marques dont malheureusement les jeunes Européens, les jeunes Africains ou les jeunes Asiatiques sont si friands en ne sachant pas que ces marques qu'ils portent sont la marque, le signe de leur esclavage comme on marquait jadis les esclaves au fer rouge. Il faut commencer par combattre l'américanisme dans les esprits. Il faut, parce que moi je veux donner une conclusion à tout ceci, où nous verrons éternellement revenir les assassins de Babillard, les assassins de la Transnistrie, les assassins
de la maison des syndicats. Nous verrons les assassins du Rwanda ou les assassins du Congo et de tous les autres massacres de l'impérialisme occidental revenir. Il faut commencer. Commencer par sortir l'Amérique de nos têtes. Nous existons par eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est cette civilisation américaine ? Il y a des cultures européennes, il y a des cultures africaines, il y a des cultures asiatiques depuis des milliers d'années. Athènes existait lorsque le continent américain n'était pas encore occupé. Alors, arrêtons de croire que l'Occident, c'est l'avenir, c'est le bien-être.